Alors, bonjour, docteur Bruno. Bienvenue. Merci de prendre le temps aujourd'hui de discuter avec moi dans le cadre des entretiens avec les lauréates des prix Femmes de mérite 2020-2021. Donc, on va prendre tout d'abord un moment pour vous présenter. Donc, moi, je vais y aller avec la présentation officielle, puis vous pourrez ajouter ce que vous souhaitez par la suite. Donc, tout d'abord, moi, je suis Mélanie Thivierge. Je suis la présidente et directrice générale du Y des femmes de Montréal. Alors, vous, docteur Julie Bruno, vous êtes professeure titulaire en médecine familiale et médecine d'urgence du CHUM, chef du département de médecine générale du CHUM, fondatrice de l'unité de médecine des toxicomanies au CHUM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine des toxicomanies. Est-ce que c'est juste? À peu près. À peu près. Est-ce que vous voulez ajouter un autre élément pour vous présenter? Je vais juste dire que je suis professeure à l'Université de Montréal, au département de médecine familiale de l'Université de Montréal et non pas du CHUM, c'est juste Parfait. Et est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait s'ajouter pour vous décrire ou pour vous présenter? Non, mais peut-être clinicienne-chercheur, parce clinicienne-chercheur, parfait. Je pense que c'est ce qui décrit mon parcours d'une certaine façon. Ce contact. Bien, justement, ouais. La première question que j'ai envie de vous poser, docteur Bruno, quand j'ai pris connaissance de votre parcours, de votre trajectoire, j'ai été assez touchée par toute votre considération, votre respect profond pour l'humain dans toute sa complexité. Je sentais, en lisant à votre sujet, à quel point la dignité humaine semble être au cœur de vos préoccupations. Puis ça m'a donné envie de vous demander, là, pour débuter notre entretien, d'où ça vous vient, ça? Est-ce qu'il y a eu un déclic quelque part qui vous a mené sur cette trajectoire-là? C'est curieux, hein, parce que pour moi, c'est comme un peu naturel, je dirais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. C'est que je suis souvent dans mon parcours, on m'a dit, t'es comme une missionnaire, t'es comme... Mais non, pas du tout. Je suis juste... j'ai passé à travers une adolescence... comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Et j'ai rencontré des gens, notamment dans mon adolescence puis dans ma jeune adulte, qui consommaient des drogues, mais qui étaient des personnes extraordinaires. Et peut-être c'est là que ça m'a un peu désensibilisée aux catégories qu'on fait par rapport aux gens. Puis je pense que si on part de là, ben après ça, le reste va tout seul, je dirais. Je ne pense pas qu'on a du mérite à faire ça. C'est là peut-être que c'est de là dont est venue cette envie de ne pas étiqueter les gens en fonction de certains comportements, peut-être. Ben, en fait, oui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étiquettent pas, mais après ça, on a quand même une pression sociale d'étiqueter. Puis c'est de là part les choses. Et on peut aller à l'inverse, c'est-à-dire qu'on étiquette autant les personnes qui ont des problèmes de drogue, par exemple, qu'on étiquette les médecins pour dire quelque chose. Tu sais, quand tu rentres dans un party et tu dis que tu es médecin, « Ah oui, c'est une étiquette. » Oui, absolument. Alors, je pense que si on part de là puis on se dit, OK, peut-être qu'on ne devrait pas plus étiqueter une personne que l'autre puis voir ce qui se passe, puis après ça, on verra. Ça irait peut-être mieux. Ça vient définir, puis c'est certain que ça change les regards, qu'on dise qu'on est médecin ou qu'on est... Exactement. Le regard change sur qui on est, sur notre identité profonde. Vous avez choisi un domaine d'action, la médecine des toxicomanies, qui est complexe, qui est sans doute bourré de nuances, de subtilités, mais qui doit aussi se heurter à beaucoup de jugements, parfois sans doute même à de l'indifférence. Je ne sais pas si ça peut être pire, même par moment. Puis pour mener à bien vos recherches, vos différentes actions, vous avez dû faire preuve sans aucun doute de grande détermination puis de persévérance. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience ou un moment où vous avez senti que votre persévérance avait fait la différence? En fait, quand on est dedans, on s'occupe de quelque chose, on se rend compte qu'il y a beaucoup de barrières. On se dit, OK, c'est pas comme ça qu'on devrait faire ça. Et je pense que dans mon cas, c'est plus que je n'étais pas très intimidée par l'ouverture de chemin. C'est-à-dire que ça n'avait pas été fait et puis c'est pas si grave, on va essayer de le faire quand même. Et je pense que je pense pas que j'ai fait des grands coups d'éclat dans ma vie. Je pense que j'ai fait surtout une espèce
de persévérance à la fois impatiente et patiente. C'est-à-dire que quand on a ouvert, par exemple, à l'unité de médecine des toxicomanies, à un moment, et ça a été un moment charnière, on a eu un don dédié anonyme. Et avec ça, on a ouvert une clinique externe qui était beaucoup mieux organisée puis qui nous permettait vraiment d'avoir un continuum de services plus grand. Et je me souviens que quand on a commencé à penser à la clinique externe, j'étais jeune et je me disais, bon, ben ça va ouvrir l'année prochaine. Et ça a pris, je pense, 4 ans. Et pour moi, 4 ans, là, c'était un temps infini pour dire pourquoi ça prend tant de temps alors qu'on a tout ce qu'il faut. Puis je pense que c'est là où j'encouragerais tous les gens à dire, dans un parcours, il y a pas que des buts qu'on dit on va l'atteindre puis ça va arriver. Ça arrive souvent pas quand on veut, mais dans ces 4 ans-là, il s'est passé toutes sortes d'autres choses qui a fait en sorte que cette clinique, quand elle est arrivée, ben, elle était beaucoup plus signifiante qu'elle aurait pu l'être si elle était ouverte 2 Plus ans avant. rapidement. Alors, c'est difficile à camper des événements. Déterminant. C'est un mélange de persévérance, c'est l'apprentissage de la patience aussi, c'est un parcours de coureuse de fond. En fait, je vous écoute puis je me dis, c'est de comprendre qu'il y a différentes étapes, on les franchit une à une, puis à un moment donné, ben, le résultat est au-delà de ce que vous aviez peut-être imaginé au départ. Moi, j'ai choisi de travailler dans le système de santé, entre guillemets, traditionnel, c'est-à-dire que je suis dans un hôpital, je suis un professeur d'université. Pour beaucoup de gens dans le communautaire, ça peut paraître comme une espèce de tour d'ivoire et quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. Puis je pense que une des choses dont je suis fière, c'est d'avoir réussi au fil des années à travailler vraiment en continuité à la fois avec les communautés, les organismes communautaires, la première ligne, puis amener tout ça dans un programme de recherche formaté pour l'université, les chaires de recherche, etc. Donc, il y a à la fois cette tension entre les institutions traditionnelles qui sont lentes à bouger et les gens dans la rue, puis les groupes de pression qui veulent que ça change tout de suite parce qu'ils sont dans l'urgence, puis ils ont parfaitement raison. Je pense qu'on le voit tellement avec la COVID. Puis de faire le pont entre ça demande du temps et de la compréhension de beaucoup d'enjeux, je dirais. Vous avez tissé une toile, dans le fond, en connectant d'une certaine façon. J'ai pas réussi tout ce que je voulais. On réussit jamais tout ce qu'on veut. Puis il y a des gens qui seront là pour me contredire et dire non, je ne comprends pas ça. Mais, je pense que ça, c'est un atout important qu'on a de pouvoir travailler comme ça en collectivité. On est plus fort ensemble. C'est une belle démonstration de cet adage. Vous avez fait mention de la pandémie. C'est difficile de mener un entretien là, en janvier 21 sans l'évoquer. Ça fait bientôt 1 an là, qu'on est là-dedans. Ça amène évidemment un lot de défis pour tout le monde. Il y en a qui disent qu'on est dans le même bateau. Moi, je préfère dire qu'on est dans la même tempête parce que le bateau est plus confortable pour certaines personnes que pour d'autres. On navigue pas tous avec les mêmes outils. Mais c'est d'autant plus vrai là, donc pour toutes les personnes vulnérables et j'imagine pour les personnes qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie en ce moment. Avec votre expérience, vos connaissances de cet enjeu-là, êtes-vous capable de nous nommer ou de souhaiter ou identifier des actions concrètes qu'on pourrait mettre en place pour ces personnes-là à court et à moyen terme qui pourraient donner peut-être un peu d'espoir pour la suite? Bien, je pense que la COVID, qui est quelque chose qui nous est tombé dessus comme rien dans notre génération, je pense, là, dans ceux qui sont vivants actuellement, parce que la dernière, quand on pense à des dernières grandes crises comme ça de santé publique, ça fait longtemps, particulièrement quand ça touche tout le monde. Bien, je pense que ça a amené quand même à l'avant
justement des tragédies humaines. Mais ça nous a aussi obligés à bouger extrêmement vite. Moi, j'ai jamais vu au CHUM, par exemple, en 3 semaines, ils ont réussi à former tout le monde pour faire du REACT et pour faire des entrevues en télémédecine. On a réussi. Il y a eu du terrible. On l'a vu récemment avec la personne qui est décédée dans une toilette de rue. Puis il y a eu du bon aussi, c'est qu'on a développé toutes sortes de stratégies rapidement avec les patients pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Et ça nous a permis d'en fait, de rencontrer plein d'autres mondes qu'on n'avait pas vus parce qu'ils ne voulaient pas venir dans nos institutions. Puis là, on les voit par télémédecine dans les organismes communautaires. Et il y a toutes sortes de choses comme ça, toute la réflexion sur la décriminalisation des drogues, toute la réflexion qui se fait sur l'approvisionnement sécuritaire pour les gens qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance, mais qui doivent être confinés. Tout ça, ça existe depuis 10, 15 ans, ça existe, puis c'est toujours là, puis ça, c'est des enjeux qui sont importants quand on pense à la crise des opioïdes. Alors, la COVID, j'espère, va nous permettre d'avancer dans ces affaires-là et pas un coup que c'est fini, on referme la boîte puis on oublie tout ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Puis au contraire, on retourne, et c'est là le danger, on retourne en arrière parce que les budgets maintenant sont serrés puis on coupe partout. Ça, c'est le grand risque. Ça, c'est le grand risque. Puis je pense que c'est le grand risque pour tout le monde. Tout le monde se sert, tout le monde essaie de passer à travers. Mais après, il va falloir quand même, je ne veux pas dire réinventer. Parce que on ne peut plus le dire. Non, on ne peut plus le dire. Là. Bon, il va falloir quand même bâtir sur ce qu'on a fait dans la pandémie pour améliorer à moindre coût parce qu'il va falloir couper les budgets. Oui. Il n'y aura pas de magie. Il n'y aura pas de magie. Il ne faut pas s'imaginer que parce que quelque chose a fonctionné super bien, que tout d'un coup, tout l'argent va arriver pour du développement puis des trucs comme ça. Alors, il faut vraiment repenser à qu'est-ce qui va être les choses qu'on veut garder absolument puis avancer dans ce sens-là. Dans ce que vous mentionnez, il y a toute la question de comment les institutions, centres hospitaliers, le corps médical en général, a pu se rapprocher grâce à la télémédecine, qui est souvent un frein pour différentes populations vulnérables, de se rendre alors que là, il y a comme eu, en tout cas de façon temporaire, puis on verra ce qui pourra en rester, mais une certaine forme de rapprochement de la part des institutions vers ces personnes-là. On peut souhaiter que ce soit l'embryon de quelque chose de prometteur, en tout cas. Je pense qu'un des grands enjeux du travail que j'ai fait dans toutes les années où je l'ai fait, c'est l'accès du citoyen qui a un problème de santé en dépendance ou qui consomme des drogues aux services de première ligne, à l'entrée dans les services. Tout ce côté bienveillant de notre système de santé, tout ce qu'on voudrait qu'il soit finalement réciproque, la personne qui a besoin d'aide puis la personne qui donne de l'aide, puis que ça soit pas stigmatisé, que ça soit coulant comme quand une maman apporte son bébé parce qu'il y a une otite. Je veux dire que ça soit aussi simple. Et dans les dernières années, et ça demande beaucoup de choses. Ça demande une réflexion de société, ça demande de la formation des personnes, ça demande un mouvement de lutte contre la stigmatisation et tout ça. Puis je pense qu'on le fait. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans notre société dans les 10 dernières années. Il y a de plus en plus de médecins, d'infirmières, de personnel de la santé qui ont à cœur ces enjeux-là puis d'offrir cet accès. Mais ça ne va pas aussi. Il y a beaucoup plus de personnes qui en ont besoin que de personnes qui sont prêtes à s'en occuper. alors je pense que tous ces enjeux de première ligne-là ont bougé. Maintenant, il faut se demander comment on fait pour éclater ça vers quelque chose qui va être beaucoup plus
inscrit dans la formation de toutes les personnes, puis inscrit dans, je dirais, la mission de ces gens-là aussi. Puis que ça devienne finalement une façon d'être, une façon de faire, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, parce que ce sera partie intégrante des individus qui sont en posture, en position pour offrir de l'aide. Oui, puis la contrepartie, ben, c'est que les personnes qui ont ces problèmes-là, qui se sentent stigmatisées, qui ont peur de consulter, soient aussi mis dans une situation où ils se sentent en confiance pour y aller. Mm-hmm. Parce que ça va des deux côtés. Oui. Et ça, c'est là qu'intervient toute la communauté, la société en général, les organismes communautaires et les gens qui s'occupent d'autres aspects de la santé que juste ce que le système de santé peut faire et doit faire. Ouais, c'est encore là, on en revient à ce fameux filet-là où on travaille en collaboration justement pour pouvoir mettre ces individus-là dans une certaine forme de confiance ou en tout cas travailler à rebâtir une confiance qui peut avoir été abîmée à certains moments en raison de différents événements. Ça prend des histoires positives, ça prend des gens qui racontent des expériences qui se sont bien déroulées pour que peu à peu la perception des individus qui ont besoin d'aide se transforme, puis que ce réflexe-là d'aller chercher de l'aide puisse faire réellement partie de leur parcours de vie. Puis je pense qu'il faut tu sais, quand on regarde la réconciliation avec les communautés autochtones, quand on regarde tous ces aspects-là, c'est pas directement lié à ce que je viens de dire, mais en même temps, ça façonne notre façon de voir la société, ça a façonné ma façon de voir comment on intègre les personnes dans les équipes avec lesquelles je travaille, comment ils deviennent partie intégrante. Et même si je considère que j'étais une personne ouverte et qui n'était pas particulièrement encline à avoir des gros préjugés, ça m'a pris un certain temps avant de comprendre que je savais pas tout, puis qu'ils pouvaient m'apprendre des choses. Puis le fait d'être en pratique, puis d'aider beaucoup de gens, puis d'en rencontrer beaucoup dans ma pratique, je trouvais que ça me rendait pas si mal. Mais je dirais que je pense que on est rendu à un autre niveau où vraiment les personnes avec des vécus qui font partie des équipes changent notre mode de travail, puis changent l'esprit dans lequel on fait de la recherche ou on fait de la clinique. Et c'est de plus en plus reconnu partout. C'est reconnu dans la littérature scientifique. Et ça, c'est un changement, je dirais, de la dernière décennie. Vous le voyez de plus en plus, ça, vous le constatez, vraiment la participation active, là, pas une consultation pour la forme, mais une réelle participation là, des personnes qui sont concernées par les différents enjeux. Vous pouvez le constater, ça. Juste dans la COVID, je regardais récemment, puis j'ai des collègues professeurs, titulaires et tout ce que vous voudrez, qui ont publié dans un magazine, dans une revue scientifique un facteur d'impact important, un papier où la personne qui est le premier auteur est une personne qui utilise des drogues et qui est une personne qui est très, très vocale au Canada. Et ils ont travaillé ensemble pour vraiment faire un manuscrit qui sera lu par la communauté scientifique, mais qui apporte des visions différentes. On le voit de plus en plus. Et je pense que c'est sûr que la littérature ne doit pas être toujours comme ça. Je veux dire, pour découvrir un vaccin contre la COVID, on n'est pas dans la même dimension. Mais quand il s'agira, je pense que c'est un exemple qu'on peut donner, quand il s'agit de voir comment on fait pour que la population soit bien informée puis comprenne c'est quoi les avantages et les inconvénients d'un vaccin puis prenne des décisions éclairées. Comment on fait pour contrer les messages, je dirais, qui sont nourris par des préjugés ou la peur. Ou la peur. Ben, c'est pas les revues scientifiques traditionnelles, c'est pas la façon dont on fait traditionnellement de la science qui va juste répondre à ça.
Mhm, mhm. C'est très intéressant. Puis ça fait, je voulais vous poser comme question, je me disais que dans votre quotidien, les différentes expériences que vous vivez, vous devez être confronté à beaucoup de jugements puis de discrimination par rapport à, bon, aux différents commentaires là, dont les personnes toxicomanes peuvent faire l'objet. Puis je me disais que de façon personnelle, je me demandais comment vous arrivez à demeurer motivé, puis à ne pas vous décourager face à l'ampleur de la tâche. Là, vous m'avez nommé peut-être une lueur d'espoir. Ce que vous me racontez là, ça doit être quelque chose qui fait la démonstration qu'il y a du progrès. Mais il y a tant à faire. Comment vous gardez cette motivation-là bien vivante au jour le jour? C'est une drôle de question. Comment on fait pour se motiver? Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a d'autres domaines dans la vie où moi, j'aurais beaucoup de difficultés, par exemple, à travailler en finance parce que je me demanderais comment j'arriverais à me motiver à travailler là-dedans. Fait que, tu sais, il y a ça, d'une part. Je sais pas mais d'autre part, au contraire, je trouve que c'est un domaine où il y a tant à faire que moi, je ne travaille pas pour ce qui va arriver demain matin. Mhm. Je travaille aussi pour former des gens, pour m'assurer qu'il y a des gens qui continuent et qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, d'une part. Et d'autre part, euh, ben, pour parler de la dépendance aux drogues, il y a 10 à 15 de la population qui va être touchée par ça dans sa vie une fois, si on met l'alcool, puis on Oui. exclut la cigarette même. Alors, c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Mhm. Alors, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il faut faire une distinction aussi entre quand on fait de la médecine des toxicomanies, on s'occupe de toutes sortes de choses. On s'occupe de personnes qui sont dans des parcours où elles sont en rétablissement, puis elles veulent aller mieux, puis on est médecin, puis on s'occupe de s'assurer qu'ils puissent continuer leur parcours, puis avoir des soins médicaux Mhm. liés. Et il y a l'autre spectre de dire les gens qui consomment des drogues, qui ne sont pas rendus là, et pour lesquels il faut que tu réfléchisses à comment tu les aides à préserver leur dignité, leur Ouais. santé, puis pour qu'ils puissent éventuellement, dans leur trajectoire, être mieux. Et on sait que... Alors, il y a tout ça mis ensemble, on ne fait pas tout, mais quand on rencontre une personne spécifique, quand je vois un patient, ben selon l'endroit où cette personne-là se trouve dans sa Mhm. trajectoire, s'il y a 22 ans puis vient de commencer de consommer ou s'il y a 56 ans puis qui est malade, Il y en a un peu plus, ben, oui. mon travail est très différent Mhm. parce que Mhm. mon travail est de supporter la démarche. Alors, il y a pas de blanc, il y a pas de dire on se décourage parce que ça ne fonctionne Je pas. comprends. Ça peut fonctionner pour quelqu'un à 22 ans juste pour qu'ils comprennent peut-être que il faut qu'ils fassent attention à ses, aux personnes qui fréquentent parce qu'il y en a qui sont plus toxiques que d'autres. Puis Ouais. la personne plus vieille, ben, qui fasse attention plus à sa santé. Fait que c'est pas la même chose. Toutes sortes de Pas une petites grosse, réussites en fonction du parcours des individus, finalement. ouais. Puis il n'y a pas une grosse différence entre ça et être un travailleur de première ligne en Mhm. général. C'est juste que Mhm. tu es un travailleur de première ligne pour une population qui a des enjeux particuliers. Exact, exact. En terminant, est-ce que vous avez envie de partager un message, un mot à l'intention des jeunes femmes qui vous regardent, qui admirent votre parcours? Un petit mot qui fait écho un peu au rôle de mentor que vous pouvez jouer là, aujourd'hui à ce stade-ci de votre carrière? Je pense que pour les femmes, il y a deux choses à dire. Il y a d'abord les femmes qui ont des problèmes de consommation. S'il vous plaît, n'ayez pas honte. On- vous devez venir chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Parce que je pense que c'est le plus grand enjeu des femmes, c'est elles ont beaucoup plus de difficultés à avoir accès aux services, Mhm. mais qu'il y a des services pour elles et qu'il y a plein de monde qui sont tout à fait prêts à les aider, qui ne les stigmatiseront pas, qui ne leur voleront pas leur enfant. Et je pense que c'est extrêmement important parce que quand on regarde le travail qu'on fait, on voit surtout les hommes. Mhm. On voit Mhm. moins les femmes.
Ça, c'est une première chose. Pour les jeunes femmes, je pense que les jeunes femmes au Québec, au Canada, sont particulièrement motivées. Hein? Ils vont à l'école et tout. Je pense que chacune doit prendre son chemin. Je pense qu'il y a des embûches pour les femmes qui sont différentes de pour les hommes. Il ne faut juste pas s'en occuper trop. Puis quand on les voit, il faut les nommer, il faut y faire face. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire dans un moment ou un autre, si on sent que parce qu'on est une femme, peut-être qu'on n'a pas la même opportunité, ben, je pense qu'il faut simplement le nommer. C'est dur à dire. Ce qui nous permet de passer à l'étape suivante. Par la suite, il faut que les choses sont dites, nommées. Je vous remercie beaucoup, Dr. Bruno, pour cet échange inspirant. C'est rapide, mais ça nous a permis quand même de mieux vous connaître, mais aussi de comprendre un peu ce qui est derrière vos actions. Ça permet aussi de comprendre de façon très évidente pourquoi les prix Femmes de mérite vous ont choisi comme lauréate cette année. Ça semble être un prix fort mérité en fonction de toutes vos réalisations. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis j'en profite pour rappeler que l'événement de remise des prix Femmes de mérite va se tenir le 18 mars prochain en formule virtuelle, bien entendu, même si on aurait bien aimé pouvoir se voir. Donc, le thème cette année, ce sera Ensemble. Ce sera un événement qui va se tenir à 8h30 le matin. Donc, on vous convie pour un petit déjeuner virtuel. Ça va nous permettre de souligner les accomplissements de chacune des lauréates, chacun des prix spéciaux, dans une ambiance chaleureuse et pour éviter de vous donner l'impression d'assister à une énième réunion virtuelle, on va entrecouper ça de performances artistiques à l'heure du petit déjeuner. Donc, on va rendre ça le plus chaleureux possible. Et je vous rappelle aussi qu'en achetant une place pour l'événement, vous contribuez à assurer le maintien, l'amélioration des différents services qui sont offerts au Y des femmes de Montréal. Nous sommes un organisme qui travaille depuis plus de 145 ans à réduire les inégalités, l'exclusion puis l'ensemble des violences faites aux femmes et aux filles. Donc, la pandémie a exacerbé les difficultés, les besoins vécus par les femmes et les filles au quotidien. Donc, nous, on est là pour elles et on espère que vous serez là avec nous le 18 mars prochain. Donc, au plaisir de vous y voir. Docteur Bruno, encore une fois, merci de votre présence et puis au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup.